Je vous montre à quoi ça ressemble. Ce gîte, il est assez intéressant. En fait, on a des box individuelles et on peut se fermer comme ça. C'est le futur, voilà, c'est gîte du futur, quoi. Et non, franchement, il est assez cool. Il est parce que au moins tu es dans le noir et tout. Petite chambre individuelle. Puis il est propre, il est sain, quoi. Tu sens qu'il est, ça sent bon et tout. Franchement, bon petit gîte là. Ouais, bonne découverte. En plus, en bas, ils demandent pas le pass et tout. Là, on a vraiment eu de la chance. Ils étaient cool. Je quitte de bon matin le village de Palas de Rey. Je suis toujours avec mon petit groupe d'Italiens. Alors c'est un jour sur deux. Un jour je marche avec les Français, un jour avec les Italiens. Aujourd'hui ce sont les 3 Italiens qui sont tout simplement à fond avec moi. C'est-à-dire que je leur ai parlé de ma chaîne YouTube, des vidéos de survie. Ils ont regardé des vidéos. Et du coup, ça les a trop motivés et tout. Ils veulent que je leur apprenne à faire du feu avec 2 bouts de bois, qu'on aille pêcher, qu'on fabrique des arcs. Ils veulent faire plein de trucs. Et oui, si vous me découvrez simplement avec les vidéos du pèlerinage, sachez que en dehors du pèlerinage, je fais des vidéos dans la nature. Retour façon homme préhistorique, chasseur-cueilleur. Vidéos de bushcraft, de survie, de nature. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos si vous avez apprécié celle du Camino. L'avantage quand je marche avec les Italiens, c'est que je peux faire mes vlogs derrière eux en disant n'importe quoi, ils comprennent rien. Bon, tout comme moi, je comprends rien quand ils parlent, mais je capte quelques trucs. Et sur certains mots, ça ressemble au français. Et puis, ayant pas mal traîné en Corse, je reconnais certaines consonances de mots. Regardez, on va faire un test. Eh les Italiens, vous êtes trop cons. Votre nourriture, c'est de la merde. Eh, vos pizzas sont trop dégueulasses. Hein. Nous, on bouffe bien, le vin rouge, il est meilleur chez nous. 66 km jusqu'à Santiago de Compostelle. Allez, par logique, si tout se passe bien, j'arrive demain à Santiago. Et si vous regardez cette story, les amis, c'est pour vous dire que pendant que vous dormez, moi je suis déjà en train de marcher et je vous envie. J'avoue que j'aimerais bien dormir. J'aime beaucoup cette petite construction là. Petite cabane légèrement en hauteur. Je pense que c'est pour stocker du grain, du maïs et le faire sécher. C'est joli. Allez, comme d'habitude, on suit le marquage. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais j'ai fait l'intégralité du chemin sans carte, sans GPS, simplement en suivant les marques. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Bienvenue pour cet avant-dernier vlog. On approche de la fin. On approche de Santiago. Là, la borne que je viens de passer nous a affiché 66 km, quelque chose comme ça. Donc, je vais pas y arriver aujourd'hui, mais plutôt demain. Demain dans la journée, fin de journée. Aujourd'hui, c'est donc mon 63e jour de marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le GR65 en France et le Camino Frances en Espagne. C'est donc le 63e vlog que vous visionnez. J'espère qu'il va vous plaire et je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, générique. Ah, bien dormi. Je vous explique, ça fait quelques nuits que mes rêves sont imprégnés d'une force assez incroyable.
Je pense qu'inconsciemment, de savoir que j'approche de mon but petit à petit, ça me travaille, ça me fait quelque chose, ça me touche, ça me chagrine, en même temps ça me stimule. Le soir j'ai du mal à m'endormir et en même temps mes rêves sont vachement chargés, il s'y passe plein de trucs. Alors je vais pas vous les décrire pour la simple et bonne raison que pour moi le rêve, 65 bornes. Pour moi le rêve a quelque chose d'assez intime et je pense d'ailleurs que je me livre déjà assez dans ces vlogs. Il y a déjà un petit côté télé-réalité qui me dérange. Donc je l'ai bien voulu, je m'expose. Donc il est normal que vous en redemandez toujours plus. Mais je vois certains de vos commentaires, ils sont un peu sans fin, quoi. On sent que vous en voulez toujours plus. Oh non, t'es bientôt à la fin, continue s'il te plaît, t'as qu'à remonter à pied et tout. Et en fait on sent qu'il y a une forme d'égoïste où vous pensez pas à moi qui marche. Et en fait qui peut-être a envie aussi simplement d'arrêter de filmer. Ou a envie de rentrer et envie de terminer. Il y a un truc un peu voyeuriste où j'ai l'impression quand même de me livrer quand même déjà beaucoup. De parler à cœur ouvert, sans filtre. Et du coup, les gens qui veulent toujours en savoir plus, c'est assez interminable en fait. C'est vraiment, on vous donne ça, vous voulez ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a certains thèmes où je n'aborde pas le sujet. Tout comme les rêves pour moi qui sont assez intimes. Qu'est-ce que vous regardez, les camping-cars? T'es en train de m'engueuler parce que tu prends une photo? Mais arrêtez, c'est moche, c'est de la merde, ça vaut pas la France, merde. Non, simplement ce que je voulais dire, c'est que ça fait 2-3 nuits que mes rêves en fait me touchent beaucoup, sont lourds de sens, je sens que j'ai plein de trucs à interpréter, à comprendre. Ils sont très poignants quand je les vis, ils sont vraiment... C'est pas juste un rêve comme ça, hasardeux. Il y a vraiment quelque chose de chargé dedans. Plein de messages sur moi-même, sur les autres, je comprends des trucs. Sur mon inconscient, sur les gens qui m'entourent, sur des choses aussi que je refoule en moi. Des choses inconscientes ou même peut-être pas si inconscientes que ça, que je garde enfouies. Et là, je sens que c'est en train d'être remué tout ça. Et c'est bien. Et ça, tu vois, c'est un facteur auquel je n'avais pas pensé, mais le fait d'arriver, ça remet aussi beaucoup de choses en question parce que je vous explique. En fait, moi, ce chemin, ça fait longtemps qu'il était dans ma tête et longtemps que je voulais le faire. Il est très intime pour moi, ce chemin, parce que je l'ai fait quand j'étais jeune, ce chemin. Avec certains membres de ma famille, on a fait une partie de ce chemin. On n'avait pas fait en entier, on avait fait une partie sur la version française. Et ça m'avait profondément marqué, surtout que j'étais accompagné avec des gens que j'aime. Et du coup, ça m'avait marqué. Et je m'étais dit, un jour, je le ferai. Mais c'était une promesse j'étais vraiment enfant, j'avais moins de 18 ans à ce niveau-là, à cette époque-là. Et si vous voulez, de m'être dit, un jour, je le ferai, c'était inscrit dans un coin de ma tête et c'est quelque chose qui est très intime. Il y avait presque une notion, je me l'étais approprié, j'avais l'impression d'avoir vécu une sacrée aventure. Et du coup, il y avait ce petit truc où à chaque fois que j'entendais parler du chemin de Saint-Jacques, où je voyais des pèlerins, c'est comme une Madeleine de Proust, ça m'évoquait cette nostalgie. Je me disais, ah putain, qu'est-ce que c'était bien sur ce chemin. J'y avais vécu de bonnes choses avec des gens que j'aime. Et le fait, des années plus tard, en l'occurrence au printemps dernier, quand je m'y suis mis et que j'ai commencé à vlogger, j'ai pas pris conscience que je retournais finalement sur ce chemin qui depuis des années m'avait marqué et que je m'étais promis de finir. Et là en fait, d'arriver au bout, je me dis mais ça y est quoi, ça y est je l'ai fait, ça y est je vais le faire, et là ça y est quoi, ça y est Céleste arrive au bout et a fait l'intégralité du chemin à pied du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago. Et c'est ça qui me remue parce que je suis en train de me dire que je suis finalement en train d'accomplir quelque chose qu'il y avait à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où c'était un objectif que j'avais depuis longtemps. Et cet objectif, c'est comme si ça m'animait depuis des années. Je me disais, ben, un jour je le ferai, un jour je le ferai. Un peu comme la carotte qui fait avancer l'âne, vous voyez. C'était l'objectif à atteindre qui me faisait dire, ben, ça me motive. Et là, maintenant que je le fais, maintenant que j'en arrive au bout et à l'accomplissement, j'ai comme une certaine appréhension de me dire, et après? Et après, c'est quoi la suite? Vous savez, exactement comme lorsqu'on est pris dans un bon livre et qu'on le lit et qu'on le termine, on a comme une sorte de déprime derrière. On se dit, ben voilà, j'ai fini mon livre. Et ben ça me fait ça, mais fois 10 000 quoi. Fois 10 000 parce que c'est un chemin qui m'a depuis longtemps accompagné, je vous le dis, dans mon cœur, dans ma tête. C'est un univers dans lequel j'ai souvent baigné en fait, depuis gamin.
comme je vous le dis, c'est aussi associé à un souvenir d'enfance, de l'avoir fait une partie en famille. Et du coup, tout ça fait que bah, ça me touche en fait. Intimement, ça me touche, il y a quelque chose qui s'accomplit. Et je pense que c'est la raison pour laquelle mes rêves ces dernières nuits sont emplis de joie, de nostalgie, de tristesse, de souvenirs. En même temps, ils sont chargés, ils sont puissants. Mais j'avoue qu'ils me tardent parce que en même temps, je vous cache pas qu'en fait, il me tarde de finir. Non pas que j'en ai marre de marcher ou que le chemin me saoule et tout ça, c'est pas ça. Il me tarde de finir parce que c'était quelque chose qui était inscrit dans un coin de ma tête depuis trop longtemps. Et j'avais besoin de le faire. J'avais besoin de tourner la page, d'accomplir cela pour, je crois, enfin sortir de peut-être cette chrysalide ou cette coquille, tout simplement grandir. Et ça, je le ressentais vraiment. Je suis en forme aujourd'hui, je suis en train de doubler tout le monde. Hola, buenas, buen camino. Voilà pourquoi ça me travaille autant, ça me remue. Puis il n'y a pas que ça, après il y a aussi l'aspect simplement physique, hein. Tu marches depuis 2 mois, au début ça te paraît lointain, ça te paraît même jamais atteignable. Et puis d'un coup il y a cette réalité où tu dis mais attends, j'ai bientôt fini, mais attends ça va faire bizarre et d'un coup je vais m'arrêter de marcher et est-ce que ça va me manquer? Enfin, tu te poses 10 000 questions et en fait au final en même temps, je crois qu'il n'y a pas de questions à se poser quoi. Il y a juste à avancer et laisse-toi guider et regarde ce qui se passe ensuite quoi. Et voilà, donc il y a une part de moi qui est comme libérée de tout ça et en fait comme je vous disais un peu plus tôt, il me tarde d'une certaine manière. Il me tarde d'accomplir cela et je crois de souffler en fait tout simplement. En fait il me tarde d'arriver chez moi, je parle, et dire ça y est je l'ai fait, poser mon sac, m'asseoir et juste savourer finalement la nouvelle vie qui s'offre à moi quoi. Beaucoup de personnes dans les commentaires veulent savoir le poids de mon sac. C'est quelque chose qui vous fascine ça, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont toujours besoin de se rapprocher du matériel, qui sont rassurés quand on leur explique le matériel qu'on a, ce qu'on a pris, ce qu'on mange, là où on dort, comment on fait pipi, comment on fait caca. Je pense que le poids de mon sac c'est pas ce qu'il y a de plus important sur ce chemin. Mais bon, je vais y répondre. Il fait entre 15 et 16 kilos, je pense. Je pense parce que je l'ai pas vraiment pesé et surtout que le poids change assez souvent, tout simplement si je remplis ma bouteille d'eau. J'ai pas de gourde, moi j'utilise une bouteille. J'utilise ça, hein, regardez. La meilleure des gourdes, c'est ça. Bouteille d'eau simplement. Entre 15 et 16 kilos, quand la bouteille est vide, il est moins lourd. Quand la bouteille est pleine, qui fait presque 2 litres, il est plus lourd. Quand je porte à manger, il est plus lourd aussi. Là, j'arrive en fin de mon parcours, j'ai quand même pas mal liquidé mes stocks, quoi qu'il me reste. Il me reste encore 2 repas lyophilisés. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus lourd, le lyophilisé, mais mine de rien, je le porte. Il me reste 2 repas lyophilisés. Donc, ça aussi, enfin voilà, tout dépend du repas. Tout dépend de l'eau, tout dépend des fringues aussi. Des fois, quand il pleut, je porte plus de couches sur moi. Je porte mes kawaii, mes guêtres, mes pulls. Et du coup, ben, mon sac est plus léger, vu que les affaires que je porte, je les porte pas dans mon dos. Ces derniers temps, je me suis rajouté la grosse couverture en laine, la pèlerine là pour marcher. D'ailleurs, je vais peut-être la sortir là parce que c'est un peu l'occasion vu qu'il pleut. Donc ça aussi, mine de rien, et ben ça pèse. Voilà quoi, mon duvet doit faire dans les 1 kg, la tente a fait 1 kg, le matelas 500 grammes, enfin ouais c'est ça. Dans le total, on est dans les, je pense, 14 quand tout va bien, 15 quand c'est moyen et 16 voilà. Mais là, depuis que j'ai rajouté la couverture, je sais pas. Concernant le sac, c'est vrai qu'on pourrait me dire, mais Céleste, pourquoi tu prends un sac si lourd et vous avez raison, hein, la plupart des pèlerins, je pense que je suis un sur Compostelle qui a le sac le plus lourd. Tous les autres pèlerins, je vois leur sac, il est vraiment petit, léger, tu le transportes. Franchement, tu pourrais le porter à bout de bras, le truc. Mais je crois aussi qu'il y a un truc un peu de la pénitence, de la souffrance volontaire. C'est-à-dire que, pour moi, je sais pas pourquoi, hein, mais je me vois pas faire Saint-Jacques en mode touriste non plus, en mode vacances. J'ai pas envie juste d'être le petit randonneur, parce qu'il y en a plein qui ont des petits sacs. Mais tu sens que le petit sac, ça veut juste dire, je me lève le matin, je marche tranquillou, je m'arrête dans chaque café et bar à midi, à 10h, à 16h, j'arrive le soir dans mon gîte, je porte juste mon duvet finalement, et je me couche, et le lendemain je m'en vais. Et il y a ce petit truc où c'est très condensé, quoi. Ils ont juste, voilà, et c'est bien pour eux. Mais moi, je crois qu'il y a cette idée du pèlerin que j'ai envie d'assumer. J'aime cette idée
du mec qui porte tout son bordel sur son dos et qu'en chie en fait. Peut-être que j'ai besoin de me prouver quelque chose à moi-même ou j'en sais rien, mais je crois qu'il y a aussi cette idée juste du... C'est ça pour moi le pèlerinage, c'est tu portes un fardeau, ça doit pas être agréable. C'est peut-être un peu de l'auto-flagellation, mais je trouve quelque chose d'agréable dans l'inconfort de porter un sac lourd. Ne serait-ce que pour le mérite et la fierté. Il n'y a pas de mérite sans peine ou je sais plus quoi, ce que c'est le proverbe. C'est juste pour dire que d'assumer porter un sac lourd et de me dire ça y est, je l'ai fait, j'ai cette sensation de ah putain, je peux être fier de moi quoi. Il y a cette volonté de se dépasser en fait, presque comme me rajouter des handicaps. Je vous l'ai dit, hein, je me suis quand même rajouté la notion du bivouac, alors qu'il y a souvent quand même des gîtes d'ouvert. Je me suis rajouté la notion automne-hiver, alors que j'aurais pu attendre printemps-été. Je me suis rajouté la notion de filmer tous les jours, de monter, de publier une vidéo par jour. Mais vous vous rendez compte ou pas? Allez faire une rando en filmant et montant tous les jours et publiant sur internet toujours. Allez, il y en a plein, je pense, qui ne voient pas le taf immense que c'est. Rien que ça, la dépense d'énergie. Des fois même, je vous l'ai déjà dit dans certains vlogs, mais la vidéo, c'est ce qui me bouffe le plus d'énergie, plus que la marche. Parce que je suis toujours en train de cogiter, à me dire, faut que je fasse ci, fasse ça. Et ça, je vous cache pas, il me tarde. Il me tarde de terminer les vlogs. Là, j'ai saturation. Je suis heureux de les faire, attention. Mais j'en ai saturation. Je vous l'avais dit, après mon sentier Qatar, c'était pareil. Il y a un côté, plus jamais je ferai ça. Et là, ça me refait pareil. Je me dis, mais plus jamais je ferai une rando avec une vidéo par jour. Non, non, non. Je pense que je ferai comme tous les autres youtubeurs. Je ferai ma rando, je filmerai 2-3 plans et à la fin, je ferai un récap. C'est trop violent. Enfin, je dis ça, j'y crois pas moi-même parce que j'y prends un certain plaisir à faire une vidéo par jour. Mais c'est juste pour que vous preniez conscience que je me rajoute des handicaps. Bam, bam. Et parmi ces handicaps, il y a le truc du sac. Je me suis dit, j'ai envie d'un putain de sac. C'est pas la volonté de se péter le dos ou d'avoir mal aux jambes, c'est pas ça. C'est cette notion de porter sa croix. J'avais envie de... J'avais pas envie, si vous voulez, d'avoir un sac léger et de vous faire croire que c'est dur. Genre, tu sais, que dans la réalité, en fait, j'avance super bien en mode je me plains pas. Et que devant vous, quand j'allume la caméra, je suis ouais, c'est trop dur, trop de kilomètres. Non, je me dis non, si tu veux en chier et qu'on le voit dans tes vidéos, fous-toi un sac lourd, quoi. Après, vous savez, mon sac lourd, c'est pas non plus un choix. Mon sac lourd, c'est parce que je porte un réchaud aussi. Il n'y a aucun pèlerin, je n'ai vu aucun pèlerin là, porter un réchaud. C'est-à-dire une bouteille de gaz avec le petit allume-feu là. J'ai vu aucun pèlerin avec ça. Que des trucs comme ça. Moi, si vous voulez, moi je peux m'arrêter partout là et des fois je fais un café. Je me fais un café lyophilisé, du sucre, du thé. Et souvent des fois je propose aux autres et ils sont là genre mais t'as ça toi dans ton sac? Genre bah oui, oui j'ai ça. En ce moment par exemple pour vous donner un exemple, dans toutes les albergues et donativos, à cause du Covid, on n'a pas accès aux cuisines. Ils ferment les cuisines parce qu'ils ont, on sait pas pourquoi, ils ont peur que le Covid aille sur les casseroles quoi. Donc personne peut préparer des trucs quand t'es dans un gîte. En gros le gîte c'est vraiment juste pour dormir ou aux toilettes quoi. Et moi je suis le seul qui sort à chaque fois ma bouteille de gaz, mon bordel qui cuisine. Et ils sont là genre mais c'est trop bien, il faut absolument que j'ai ça et tout. Et tout ça il faut que je le porte au final. Et là je crois que le truc qui m'a achevé c'est la couette. Hein. Ça là. Ça la couverture là, ça, je sais pas combien elle pèse mais je vous jure. Elle est terriblement lourde. Donc ce que je veux dire c'est que je porte du lourd, c'est pas non plus juste, j'ai pas rajouté des caillasses dans mon truc, hein. C'est lourd parce que je dois porter ce que je dois porter. Mais par contre, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'en suis content. Je suis content de me dire, bah ouais, mon sac est lourd, parce qu'il y a un truc où je peux voir aussi mes limites. Je me dis, ok, là, faudrait pas plus lourd, par exemple. Et je vois aussi ce que je peux améliorer. En me disant, ok, ça je vire, ça je garde. Bref, voilà pourquoi au fond de moi, même si je râle un peu du poids de mon sac, au fond, il y a quand même cette petite fierté de me dire, bah, au moins, je l'aurais fait avec ce sac. Can you say something in Italian to my channel YouTube? Arianna is better than me, for sure. In Italian? No, for talk bullshit, I don't know what it is. Tell me since when you walk? Ciao, come va? Allora noi stiamo camminando da 30 giorni, anzi oggi è il 29esimo. Siamo qui io, Matilde e Dario. Ok, giusto. Dario invece che dice? Dario ti cercano. Tutto bene? Ciao. Grazie. Ma loro parlano sì.
For us French people, when we want speak Italiano, we put a letter O or A at ending of the word. Yeah, and if you want to speak French, you just take it off. Parlo con un ragazzo che mi ha parlato in questo. If you want to speak Spanish, you put S. Sì. La pizzas. Me gustas la pizzas marinaras. Hola. Hola. I want horse. Or girlfriend, I don't know. Horse is better. I can play with the game with the horse. Yes, it's Melide. 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 E quindi poi in base a quello che ma è solo andata? Putain, mais l'Espagne, ils font aucun effort. Putain, même quand il y a un beau pont, ils font il y a des grillages, quoi. C'est beau la Galice, c'est beau la Galice. Ah, ouais, c'est vachement beau la Galice. Buen camino! Poi arrivai. Sono volato con l'aereo spagnolo. Poi ho trovato appunto Oui, nous retrouvons nos amies françaises. Enfin, je vais pouvoir parler français, j'en avais marre de parler en italien, français, anglais, enfin le mélange, ça m'épuise. Vous avez mangé? Burger? C'est incroyable. Tu sais ce que c'est une estrella? Ah oui, c'est une étoile, pourquoi? Ah, t'es sûr? Une estrella? Ouais. C'est étoile. Ah bah voilà, tu vois. Ah ouais? Oui. Moi je sais pas si je m'arrête pour manger, presque de continuer en fait. Bah viens avec nous. Nous on y va là. Ouais, vas-y. Cosa you have con pulpo? Cosa tiene con pulpo? Lo che tu quiera lui, aquí mangiamo il polipo e basta. Il migliore di tutto il mondo è questo, il Vaticano del polipo qua. Il Vaticano del Oh là 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 là. Ok, sedremo, io e te sedremo. Apparemment c'est les meilleurs du monde. Moi je veux bien un bocadillo con polpo. Sì, va bene, va bene. Déjame la sal, el pimentón y... Muy guapo, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno aussi. Muy bueno. Excellent. Oh, me gusta. Donc là, je marche un peu avec la partie française du groupe. Ce matin, j'étais avec les Italiens. Et là, les Italiens se sont arrêtés pour manger dans le village qu'on a passé. Et j'ai mangé un truc, les gars, du poulpe. J'évite de bouffer des animaux, généralement. Mais j'avoue, le poulpe, c'est un de mes péchés. C'est un de mes péchés. Avec le magret de canard, le poulpe... Et pourtant j'aime pas trop les trucs de la mer, en temps normal. Le mec, j'ai l'impression qu'il a créé un sandwich pour moi, quoi. Je lui ai dit ouais, ça a l'air bon ton poule, mais je veux pas m'arrêter, t'as un sandwich? Ouais, j'ai un sandwich. Il a créé le truc en temps réel, quoi. Non, ce que je voulais dire qui était assez étrange, c'est qu'en quittant ce village là derrière nous, on marchait et puis d'un coup on voit mais la rue noire de monde. Des gens, mais jusqu'au bout de la rue, on se dit mais on va pas pouvoir traverser. Vraiment plein de personnes, quoi. Et là en fait on comprend qu'il y a un enterrement. Il y a le véhicule qui roule devant, ils vont au cimetière et en fait tous les gens sont derrière à marcher en mode procession. Tiens, regardez,
Ça y est, on est en dessous de la barre des 50 km. En dessous de la barre des 50, putain, ça c'est fou aussi quand tu y penses. Et du coup, on marchait et on voit cet enterrement. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On va pas couper en plein milieu dans les gens qui sont dans le silence et dans le... Tout habillé en noir. Nous on est là avec nos trucs fluo, moi ma moumoute et tout. Et en fait je dis aux filles, je dis mais c'est la vie continue en fait. Bien sûr on est passé dans le respect, hein, vous vous en doutez bien. Mais en fait c'est ça en fait. Je pense que justement on amène un peu de gaieté et de couleur dans cette journée obscure pour eux. Donc on a traversé et finalement quand on est passé dans la foule, bah, les gens nous disaient bonjour, ils nous souriaient. Il y a eu quelque chose d'assez beau. Je pense que c'était une rencontre pour eux et pour nous assez particulière. Et même je pense qu'au-delà de ça on peut en voir une symbolique. Il n'y a pas vraiment de hasard, vous voyez. Je parle plutôt de synchronicité. Comme je disais, c'est pas un hasard qu'on passe à un enterrement et qu'on est obligé de passer dans le chemin. Il n'y avait pas de détour. La ruelle faisait comme un entonnoir, on devait passer dedans. On sentait que c'était demain vous arrivez à Santiago. Il faut que vous laissiez derrière vous votre ancienne vie. J'avais l'impression qu'on assistait à notre propre enterrement. Il y avait ce truc où il fallait comme traverser cela, traverser la mort finalement, pour demain pouvoir enfin arriver en étant des êtres nouveaux. Et en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu et j'ai trouvé ce clin d'œil symbolique assez puissant. Je vais profiter d'être dans une forêt, ma foi, agréable. Je ressens une bonne ambiance avec la petite lumière, il fait pas trop mauvais temps aujourd'hui. Pour vous parler de Saint-Jacques. Et oui les amis, hein, il aura fallu attendre cette avant-dernière journée pour que je vous parle de Saint-Jacques. Qui est ce personnage et pourquoi il existe un pèlerinage? Alors, Saint-Jacques est un des 12 apôtres de Jésus. Un apôtre sont les personnes qui ont connu Jésus de son vivant, qui l'ont accompagné et qui ont été ses disciples. Saint Jacques est le frère de Jean. Saint Jean qui est aussi un apôtre de Jésus. La qualité qu'on prête à Saint Jacques, c'est d'avoir été particulièrement proche de Jésus. On ne va pas dire que c'était son préféré, mais pas loin. Très proche, il avait une certaine affinité avec Jésus. Beaucoup de documents historiques relatent cela. Il a existé, ils ont existé, hein, ces gens-là, ce ne sont pas des personnages fictifs. Et lorsqu'ils étaient à Jérusalem, à un moment donné, Saint Jacques est venu en Espagne pour évangéliser, comme on dit. C'est-à-dire répandre la parole du Christ. Globalement, il est venu en Espagne pour convertir les gens à cette nouvelle religion qu'on appelle christianisme. Mais, pour être franc avec vous, là je vous parle de l'an 0, hein, siècle 1, le non-christianisme n'existait pas vraiment encore. Ce sont des juifs. Jésus est un juif, Jacques aussi, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et c'est ensuite le Nouveau Testament qui a, fur et à mesure, donné le nom de nouvelle religion. Et donc, il est venu en Espagne pour convertir, évangéliser, et précisément en Galice, précisément à Compostelle. Après y être resté de nombreuses années, d'avoir plus ou moins réussi, plus ou moins galéré, ça n'a pas toujours été facile. Il a fini par rentrer à Jérusalem, dans sa terre d'origine. C'est le fils de Zébédée, et à son retour à Jérusalem, hélas, malheureusement, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer par les opposants à cette nouvelle religion. Il y a eu un soulèvement contre les croyants, et il s'est fait décapiter. Son autre nom à Jacques, c'est Jacques le Majeur. Et du coup, sa sépulture, ses restes, on va dire, son corps, a été ramené ensuite en Espagne. Alors, il faut comprendre que Santiago de Compostela, c'est le nom espagnol de Saint-Jacques de Compostelle. En gros, la ville où se termine ce pèlerinage, pour nous Français, son nom c'est Saint-Jacques de Compostelle. Pour les autres, les Espagnols, c'est Santiago de Compostela. Mais du coup, quand vous nous entendez dire Santiago ou Saint-Jacques, c'est le même endroit. Voilà, c'était la petite précision. Du coup, son tombeau est à Santiago. Et si vous voulez, dans la vie d'un croyant, faire un pèlerinage, c'est réfléchir sur soi,
réfléchir sur ses péchés. C'est aussi quelque chose où on va se recueillir sur finalement quelqu'un, une personne qui a connu le Christ. Et il y a un acte assez beau là-dedans, c'est même assez touchant. En fait, croyant ou pas croyant, même les gens simplement qui, pour l'aspect historique de la chose, c'est quelque chose d'assez fort. On se rend sur la tombe d'une personne qui a connu Jésus. Et Jésus, à son époque, enfin vous imaginez, 2000 ans plus tard, tout ce que ça a chamboulé, changé, enfin c'est incroyable de se dire que une personne, par son discours, ses pensées, sa philosophie, a littéralement renversé le monde. Jésus, qu'on y croit ou pas, que ce soit le Fils de Dieu, le descendant du Père, il faut quand même comprendre que c'était quelqu'un de spirituel. C'était quelqu'un qui est arrivé sur Terre et qui a prêché la bonne parole, qui a voulu changer le monde. C'est un juif qui a voulu finalement se détacher presque de la religion juive au final. Il ne s'est pas reconnu dans cette religion, dans ce dogme, et il ne s'est pas dit je vais créer une nouvelle religion. Jésus ne s'est pas dit je vais créer un truc nouveau, une secte qui va prendre de l'ampleur. Non, non. Il a simplement philosophé. Il a simplement parlé autour de lui. Et puis des gens se sont reconnus dans son discours. Des gens se sont dit ouais, mais c'est intéressant, je me retrouve, j'aime ce qu'il dit. Prêcher la paix, le pardon, l'amour, la notion du sacrifice, de la charité, de l'entraide. Il y avait quelque chose de très spirituel là-dedans. Et ça dérangeait. C'était là, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Il va falloir le crucifier, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Pour cela, il y a quelque chose de beau, parce qu'il s'est sacrifié au nom des péchés des autres, en fait. Il a porté sur ses épaules, Jésus, il nous a sauvés, comme on dit. Il a sauvé l'humanité, il a voulu... mais pour cela, ça lui a coûté la vie. Le sacrifice, si vous voulez, c'est le don ultime de soi. Tu peux faire des actes bons dans ta vie, le don, la charité, l'entraide, mais la notion du sacrifice, c'est la chose la plus puissante. C'est-à-dire que tu offres ta vie pour sauver celle des autres. À ne pas confondre avec le suicide. On parlait dans l'enfer de Dante, dans les vlogs précédents. La notion du don poussé à son extrême, c'est le sacrifice. Et je veux dire, je pense que tous les parents connaissent ça. Quand tu as un enfant, tu es prêt à te sacrifier pour lui. Tu t'oublies. Tu es dans l'amour pur parce que tu ne penses plus à toi et ton ego. Tu es dans la volonté du bien-être de l'autre. C'est ça que le Christ nous apprend, nous enseigne. C'est ce truc de s'oublier, de penser à sa petite personne et en fait finalement de penser aux autres. On ne peut que aller vers un monde meilleur. C'est presque mathématique à ce niveau-là. C'est même plus spirituel. C'est juste de la logique. Et c'est ça son message. Et Jésus a tellement été au bout de son message qu'il s'est dit, je m'offre. Je m'offre pour vous montrer que je crois en mes convictions, je crois en ce que je dis. Et je vais jusqu'au bout du don, au bout de la donation. J'offre ma vie pour vous. Et regardez ce que ça a créé, je veux dire, des années plus tard. Des millions de personnes, des cathédrales, des pays entiers. D'ailleurs, le christianisme, quand il est arrivé... sur nos terres, il s'est vachement calqué avec les traditions existantes déjà ici. Moi, je me retrouve un peu dans tout ça. Finalement, quand je m'intéresse aux Celtes, je me retrouve vachement dans des traditions, ce qu'on pourrait appeler païennes. Du coup, pour revenir à Saint-Jacques, l'acte est symboliquement magnifique. C'est une mission qui est fort agréable. C'est ce qu'on appelle un pèlerinage. Et le pèlerinage... Ça fait un travail sur nous incroyable sans même qu'on s'en rende compte. Et je vais pas vous dire que c'est quelque chose qui est obligé à faire, qu'on est croyant ou pas. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que quand on fait, on sent que ça travaille sur nous, on sent que ça nous aide. Et j'ai même vu des gens pas du tout croyants faire ce chemin, on va dire dans une optique d'abord sportive, juste faire une rando. Et finalement se laisser prendre par tout ça, toute cette magie qui baigne, parce qu'on le sent sur le chemin, il y a toute cette foi qui règne, il y a toutes ces forces, et ça finit par travailler sur nous en fait. Bon, j'ai pas fini de vous parler de Saint-Jacques. Oui, je sais. J'ai une casquette bizarre sur la tête. Rassurez-vous, c'est normal. Rassurez-vous, tout va bien.
C'est une casquette que je trimballe avec moi depuis le début et je l'ai mise quasiment jamais. Donc je me suis dit bon, c'est bientôt la fin de mon chemin, histoire que je ne l'ai pas porté pour rien, je vais l'enfiler. J'avais espoir de trouver du soleil en Espagne. Ce que je voulais vous dire, Saint-Jacques, en fait ce qui s'est passé c'est que du coup, je sais plus où je me suis arrêté tout à l'heure, mais globalement il est venu en Galice, en Espagne pour évangéliser. Il est retourné à Jérusalem où il s'est fait tuer par le roi Hérode, décapité. Et ses disciples ont ramené sa dépouille en Galice, là où il avait passé une bonne partie de sa vie. Si je ne dis pas de bêtises, il est mort aux alentours de 44 ans. Il avait 44 ans. 44 qui est un âge assez symbolique, je trouve aussi. Et en fait, sa dépouille a été mise dans un petit tombeau, une chapelle. Et en fait, elle a été oubliée en Espagne, en Galice. C'est-à-dire que peu de gens savaient que ici se trouvait le tombeau de Saint-Jacques. Et pendant plusieurs années, plusieurs siècles, il a été oublié. En plus, après, l'Espagne a été sujette de l'invasion musulmane. Donc là, plus personne n'en parlait. Et il a fallu attendre la reconquête du christianisme sur l'Espagne, en dégageant les musulmans finalement, pour retomber sur le tombeau de Saint-Jacques. Et on s'est dit, ah mais attends, c'est quoi ce tombeau? C'est quoi cette chapelle? Est-ce que ce ne serait pas Saint-Jacques, apôtre de Jésus? Il y a deux légendes qui peuvent être discernées ici. Ce serait Charlemagne en personne, Charlemagne, roi de France, qui aurait eu dans un rêve, dans un songe, l'apparition de Saint-Jacques, qui lui aurait dit « Que fais-tu, Charlemagne? Et qui es-tu? Je suis Saint-Jacques. Viens retrouver mon tombeau, viens bouter hors de chez moi tous ces musulmans. J'arrive. » Il a pris son glaive et il a dégommé tout le monde, il a fait hop, ça rentre chez soi. Retour pays initial. Ça c'est la première version, celle où Charlemagne est venu libérer le territoire. Et en fait, pour trouver le tombeau de Saint-Jacques, il aurait été guidé par la Voie lactée, le chemin des étoiles. Et en fait, il y a beaucoup de textes qui mentionnent que le chemin de Compostelle, qui mène jusqu'en Galice, est la Voie lactée version terrestre. C'est-à-dire c'est le chemin... Vous voyez ce que c'est la Voie lactée là? C'est cette suite d'étoiles dans le ciel. Et bien ce serait l'équivalent de cette voie céleste, mais version terre. Et c'est pour ça que ici on retrouve souvent cette expression de Camino Estrella, le chemin des étoiles. L'autre version, ce serait simplement un ermite, une sorte de berger isolé, tout seul, qui en fait voyait en permanence dans le ciel cette Voie lactée, avec au bout une étoile qui brillait un peu plus que les autres. Et il décida de prendre son bâton de berger, qui deviendra par la suite le symbole du pèlerin justement, et commença à marcher sur ce chemin en suivant les étoiles, le Camino Estrella, le chemin des étoiles de Compostelle, et en arrivant au bout, découvrit la petite chapelle de Saint-Jacques. Et à ce moment-là, ça a été la redécouverte de cet endroit. Et ils ont construit ensuite la cathédrale autour des restes de Saint-Jacques. Et ce qui est devenu ensuite le pèlerinage. Donc que ce soit Charlemagne qui l'a découvert ou cet ermite, dans tous les cas on retrouve cette idée de la Voie lactée, du chemin des étoiles, du ciel qui a guidé le pas des hommes pour redécouvrir le tombeau. Mais on peut même aller encore plus loin que ça. C'est que, avant que ce soit un lieu de pèlerinage chrétien, concernant Saint-Jacques, c'était déjà un lieu de pèlerinage pour les Celtes. Les peuples celtes qui vivaient ici empruntaient déjà ce chemin qui ne s'appelait pas le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, mais qui s'appelait Capo Fistera. Le chemin vers le cap du Finistère, là où la terre s'arrête, la fin du monde. Le chemin de la fin du monde en fait. Parce que les gens allaient jusqu'à Fistera, qui est sur les côtes, et regardaient le soleil se coucher, là où le soleil se meurt. Et pour eux, c'était une randonnée, un chemin à faire, qui est le même, pour venir voir où meurt tous les soirs le soleil. Donc c'était déjà un lieu très chargé, très fort, très puissant. C'est déjà un pèlerinage en fait, pour les Celtes. Et comme on le sait, il n'est pas étonnant de voir que la religion chrétienne
c'est calqué sur les traditions déjà existantes, sur les cultes et rites païens déjà existants. C'est pour ça que maintenant, de nos jours, des gens viennent faire ce chemin pour le tombeau de l'apôtre, mais d'autres simplement pour aller à Fisterra, voir le soleil se coucher, ou d'autres encore, comme moi, qui se retrouvent un peu dans le mix de toutes ces histoires. Moi, j'aime bien l'idée de marcher en allant voir le soleil, en étant suivi par cette lumière, en étant guidé par les étoiles, la Voie lactée, tout ça, ça me parle, ça me plaît. Voilà, je vous ai grossièrement expliqué l'histoire du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la légende de Saint-Jacques, pourquoi on va à Saint-Jacques, et l'histoire de ce pèlerinage. Voici exactement le genre de petite arrivée sur un village que je kiffe. T'arrives là, sortant de la forêt, d'un petit chemin, bim, petit pont, petite rivière qui coule. Ah ouais, ça le fait bien ça. Ce genre de pont là. J'ai toujours aimé les arrivées comme ça là. Je sais pas trop où je suis, j'avoue, là j'ai perdu le groupe. Aujourd'hui on a 30 bornes à faire. Je sais pas à combien je suis là, peut-être 24, je pense que j'arrive bientôt. Et on a essayé d'avancer un peu aujourd'hui parce que demain, vu qu'on essaie d'arriver à Santiago, demain en fait c'est une grosse étape. Ouais, pour être à Santiago demain, on s'est dit qu'on allait devoir enchaîner pas mal de bornes, se lever de bonne heure. Et c'est marrant, on était tous d'accord, on s'est dit, ça serait cool que le dernier jour, pour arriver à Santiago, ce soit pas genre une petite étape. On voulait pas genre faire juste 10 bornes, tu sais, et t'arrives. On s'est dit, il faudrait que ça soit l'étape ultime, quoi, le boss final. Et du coup, on a quasiment 40 bornes demain à faire. On en a 38, je crois, un truc comme ça. Pour aller à Santiago, le dernier jour, on est tous éclatés, on est tous en vrac, on manque de sommeil, on a mal partout. Il y a cette excitation qui te donne toute la force du monde, quoi. Et tu te dis, on aura demain. Donc en fait, demain, il y a une sorte de grosse étape qui nous attend où ça va être la dernière ligne droite, en fait. Et on n'a pas choisi le plus simple, quoi. On a pris directement l'option 40 bornes. C'est histoire que quand tu arrives, t'es vraiment ce truc de l'effort et de l'accomplissement. C'est tellement quelque chose d'épique pour nous demain. Je sais pas si vous le ressentez à travers ces vidéos, mais est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ou quoi? 63 jours, 2 mois à marcher tous les jours avec un seul objectif et t'y arrives enfin, t'y arrives. C'est... Moi-même, je réalise pas, je crois. Non, d'y penser. Ouh. Alors c'est toi la gardienne du kilomètre? T'es belle? Parle français un peu? Moi je parle comme une vache espagnole. Donc on va se comprendre. Tu viens me faire un câlin ou pas? Viens ma grosse. Oui, c'est bien. Non mais reste assis, reste assis. Et me voici arrivé dans la ville de Arzua. Et j'avoue que je suis bien éclaté, cette journée a été longue. En fait sur la fin ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et comme d'habitude en fin de journée j'ai ma cheville qui se réveille, la douleur. Donc là je boite, c'est vraiment le moment où il faut s'arrêter. Je suis en train de me dire demain les 40 km ça va être compliqué. Ça va être compliqué mais... Je vais arrêter le vlog ici. Il est assez long, j'ai pas mal parlé. Ça a été très instructif. Avez-vous appris quelque chose? Bon, en tout cas les amis, je vous remercie de l'avoir visionné. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, c'est le moment, hein. Demain, plus qu'un vlog. Si vous êtes déjà abonné, mettez un like, ça soutient, mettez un commentaire. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau vlog. Merci d'avoir visionné celui-ci. Et là, je vais essayer de rejoindre les camarades. Il faut sûrement trouver une auberge où ils ne demandent pas le pass sanitaire. Et c'est tout ce qu'on veut, parce que là on va essayer de se coucher tôt ce soir, vu que demain on va se lever de bonne heure et faire les derniers kilomètres. Allez, je vous laisse ici. Ciao.